Bonjour tout le monde. Nos débats continuent, nos rencontres du matin aussi, et ils continuent de plus belle. Hier, on parlait un peu de façon peut-être un peu, entre guillemets, je dirais pas savante, mais très spécialisée, de la diversité. En rapport avec le cinéma qui viennent d'ailleurs, mais la question de la diversité, elle est aussi au centre de notre programmation. Une manière pour nous de refléter aussi la diversité de ce qui se passe dans le domaine du cinéma sur le continent. Non seulement parce que nous programmons des films de fiction et des films documentaires, mais aussi des courts-métrages, mais c'est parce que, à l'intérieur même de chaque catégorie, nous avons des films différents. Et c'est la moindre des choses. Je crois que c'est un principe, je veux dire, élémentaire et essentiel. Donc on peut passer d'un film, on va dire, formellement sophistiqué, comme on en parlait tout à l'heure, comme le film de Nahla ou d'autres encore, ou de films documentaires qui traitent de questions identifiées, très fortes, et ce qui ne veut absolument pas dire qu'il y a une hiérarchie. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'un film que nous avons vu hier, Faritra, qui est un documentaire, et un documentaire bien particulier. J'ai le plaisir d'avoir avec moi l'un des deux réalisateurs du film. Alors quand il s'agit de noms malgaches, on a souvent, on risque souvent d'écorcher les noms. Alors, Razana Jaouna, c'est simple. Ça, c'est simple. Luc, bonjour. Ouais, Luc, mais le film, vous l'avez fait aussi avec Tovoniaïna Razoa Naïvo. C'est ça, ouais. Vous pouvez le dire, vous? Donc, moi, c'est Luc Razana Jaouna. Ça, c'est parce que nous, il y a le son qui monte et qui descend. Oui. Et l'autre, c'est Tovoniaïna Razoa Naïvo. C'est ça. Donc c'est son nom. C'est super. C'est un collègue qui est dans le même ligne que moi en termes de création cinématographique et tout ça. D'accord. Alors je voudrais juste, après vous me corrigerez, hein, maintenant que le temps a passé, que nous avons vu un certain nombre de films, enfin moi je peux l'avoir dit aussi avant, puisque j'ai vu les films, j'avais vu déjà les films avant. J'ai constaté d'une part, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, même si il s'agit de classements un peu sommaires, la situation étant différente de la production, nous avons affaire à plus de films de fiction en Afrique du Nord et plus de documentaires en Afrique subsaharienne. Cette année, c'est très très visible. Alors ça, c'est évidemment, derrière ça, il y a la question forcément économique. Un film de fiction coûte toujours plus cher qu'un film de documentaire. Mais
ce que je remarque aussi, ce que moi j'ai remarqué, parce que vous êtes producteur, vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous êtes bien placé pour en juger. Ce que je remarque aussi, c'est que d'abord la qualité des documentaires en Afrique subsaharienne, elle est de plus en plus importante, de plus en plus élevée. Il y a des noms maintenant, mais vraiment importants, de renommée internationale, comme Dieudo Amadi ou Aïcha Maki, qui effectivement sont... Voilà, que le niveau, en tout cas, du documentaire est très important. D'autre part, ce que j'ai remarqué, en particulier cette année, c'est que... alors, ça est dû essentiellement, à mon avis, à ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, il y a... Bon, alors, l'école de Marrakech, il y a beaucoup d'Africains subsahariens qui viennent de l'école de Marrakech, les savent, mais ce n'est pas une école qui forme seulement au documentaire. Mais il y a beaucoup d'associations en Afrique subsaharienne qui travaillent sur le documentaire. Et il y a ce fameux master de Saint-Louis, c'est ça, qui également forme des cinéastes dont certains sont présents, enfin, dont certains, je ne sais pas comment, deux fois dont, hein, les films de ces cinéastes sont présents à cette Alors, il y a autre chose pour introduire un peu ton film que je trouve, je ne sais pas, on va en parler. Il y a une dimension participative importante dans ces films, qui est liée aussi au fait qu'il s'agit de jeunes, partout, qu'il s'agisse de nous, étudiants, ou quand il s'agit de fiction, les anonymes. Mais aussi, il y a un rapport différent avec les gens qui sont devant la caméra, un rapport de collaboration. Et cette frontière-là entre ceux qui filment et ceux qui sont filmés, elle est moins nette, et ce qui donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Je voulais justement commencer par ça, et c'est ça qui fait que malgré l'apparence, en dépit de ce qu'on pourrait voir de l'extérieur, il y a quelque chose de très très complexe, de très profond, de très important, quelque chose qui pourrait aussi paraître comme étant de l'ordre peut-être de l'inachèvement, voire même de la maladresse, et qui est en réalité l'expression d'une nouvelle démarche. Voilà, donc, alors avant, vous allez me dire ce que vous pensez de tout cela, mais peut-être faudrait-il à la fois présenter, alors vous présentez vous-même et présenter le réalisateur qui n'est pas avec nous et pourquoi vous êtes deux, et puis ensuite présenter comment vous êtes arrivé à faire ce film-là, d'où ça vient. Hein? D'accord. Okay. Donc bonjour à tous, hein. On est dimanche matin, mais je vois que la motivation est là. Ouais. Bah oui. Donc du coup je m'appelle Luc Razanatson. Moi, mon background, c'est que dans les années 2000, j'étais déjà beaucoup dans le travail social à Madagascar, parce que nous, on a vécu au moins 2 crises, donc c'est 91 et 2002, qui étaient très violents. Et juste après ça, beaucoup de métiers, beaucoup de gens ont perdu leur métier et tout ça. Et donc à partir de 2002-2003, il y avait beaucoup d'enfants qui sont arrivé dans la rue comme ça. Et moi, j'ai commencé vraiment à être comme un éducateur social, mais surtout très orienté sur l'artistique. Donc l'idée, c'est que nous, on montait des petits projets pour ces jeunes-là. Quand vous dites nous, c'est-à-dire que... Nous, en fait, il y avait un collectif de malgaches qui était entre ce côté social-là et côté... artistique. Il y avait beaucoup de théâtre, beaucoup de... Et comment s'appelle le collectif? En fait, il n'y a pas de nom. Hein. Mais vraiment, c'est un petit mouvement comme ça. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment ou un autre, c'était aussi notre responsabilité de participer un peu à cette histoire-là, parce qu'on faisait partie des gens qui côtoyaient beaucoup aussi l'Institut français ou l'Alliance française ou comme ça. Et donc moi j'ai commencé vraiment comme ça, monter un projet, donc avec un ONG ou indépendamment. Après ces jeunes-là, ils commencent par exemple, si on se focalise sur le théâtre,
on forme un peu les jeunes et après on leur donne une bourse pour qu'ils montent leur propre compagnie. Et après ça circule un peu dans les quartiers, il y a des spectacles. L'idée c'était vraiment de donner une activité, c'est ça. Et petit à petit, donc à cette époque-là, je commençais déjà à filmer, faire des captations comme ça. Et donc c'est un peu mon background. Et ça s'est arrêté vers les années 2007 parce qu'à cette époque, le régime n'aimait pas trop ces initiatives-là de permettre à des jeunes de sortir. Nous, on a fait des albums de musique, beaucoup de festivals au mois de juin, tout ça. Et donc, à un moment ou à un autre, tout le monde était, comment on dit ça, beaucoup d'ONG ont été virés de Madagascar. Et donc, les enfants sont devenus dans la rue et tout ça. Moi, je faisais mes études à l'université en économie, gestion. Et à un moment, j'étais dans un tel désarroi et frustration que j'avais décidé de me focaliser vraiment sur que de l'artistique. Et c'est là que je me suis inscrit pour l'école de cinéma au Maroc. Donc c'est un peu mon histoire. Hein. Donc après, j'étais revenu en 2012 à Madagascar et j'habite là-bas jusqu'à maintenant. Je fais des films, je développe aussi des initiatives de workshops locales pour les jeunes malgaches. Ça s'appelle Madafilm Lab. On accompagne pendant l'année quelques jeunes à faire des courts-métrages. Et à l'université, on fait des ciné-clubs et tout ça. Donc ça, c'est un peu mon parcours en termes depuis le début. Hein. Et mon ami Touvenien, lui, c'est le plus intéressant parce que c'était un chanteur de rap très célèbre à une époque à Madagascar. Et tout d'un coup, il décide de s'intéresser à l'audiovisuel. Et donc, il était entré dans un télé local en tant que caméraman et tout ça. Petit à petit, il s'intéressait à des œuvres, à des comment on dit ça, des chanteurs traditionnels malgaches. Il commençait à filmer des petits documentaires et tout ça. Et finalement, à un moment, il était arrivé à la FEMIS pour l'université d'été et tout ça. Donc, lui, c'est beaucoup plus documentaire que fiction. Et donc, jusqu'à maintenant, il mixe un peu les deux. Soit il fait son projet documentaire personnel, soit il est toujours dans les projets de captation pour des ONG ou comme ça. On l'envoie, l'UNICEF l'envoie quelque part pour capter le travail de l'UNICEF. Et à côté, il fait un film sur beaucoup de choses. Là, normalement, il est en train de préparer un film sur un acteur malgache célèbre, un acteur de film populaire, mais cette personne-là, il a fait beaucoup de voyages pendant les années 70-80 avec les présidents malgaches, qui est parti à Cuba, en Russie et tout ça. Et donc, c'est un peu ça qu'il fait en ce moment. Donc nous deux, on a fait aussi les SAV, hein, l'École supérieure des arts visuels à Marrakech. Et donc, c'est là-bas que vous vous êtes connus ou vous êtes connus avant? Il était déjà dans le petit collectif dont je parlais, hein, on se connaissait, tout ça. Mais les SAV a vraiment créé une nouvelle émulation de projet parce que là-bas, on était tous ensemble dans le même appartement. Hein. Et donc, le quotidien, c'était se réveiller le matin, aller à l'école, regarder des films, discuter avec les cinéastes et tout ça. On rentrait le soir et on regardait des films à l'appartement. Et ça tournait comme ça hein, pendant 3 ans et demi, comme ça. Donc là-bas, ça a créé beaucoup de cohésion. Et donc, chacun était rentré à Madagascar. Et, actuellement, on est 5 malgaches qui ont été formés là-bas. 4 réalisateurs et un directeur photo. Et donc, actuellement aussi au Maroc, donc, il y a encore 2 malgaches. Il y a un qui a fait ingénieur de son et il y a une autre qui commence l'école. Et finalement, je pense que le but de l'école au Maroc, les SAV, finalement, je pense qu'il est atteint parce que
Donc maintenant, Madagascar a vraiment quelques techniciens et cinéastes qualifiés. Donc là, on peut monter carrément une petite équipe pour faire des films qui n'existaient pas avant. C'est ça. D'accord. L'ESSAV est une école privée? Semi-privée. Semi-privée. Vous êtes financé par qui? Ça aussi, c'était intéressant parce que donc, si on avait prévu d'aller faire des écoles de cinéma, tout était très cher. Et l'ESSAV proposait un dispositif où on est financé par des fondations aux États-Unis et tout ça. Et donc, du coup, on a fait le concours et après, on était parti au Maroc. Et c'est des fonds, par exemple, Fondation Ford ou la fondation de Martin Scorsese et tout ça. Parce que cette école a été créée pour eux. L'idée, c'est que le roi et le Martin Scorsese voulaient avoir le Maroc comme un pays où il y a beaucoup de tournages étrangers qui arrivent et il fallait former les techniciens que marocains au début. Et petit à petit, ils ont ouvert sur d'autres pays, le Burkina, le Sénégal, Madagascar. Et donc, les financements aussi nous a permis aussi de vraiment passer notre séjour au Maroc tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes et tout ça. On avait beaucoup de moyens au niveau technique parce que je ne sais pas si à un moment, parce que l'école, on peut le visiter. Hein. Vous arrivez le matin, il y a un cafétéria, vous visitez tout ça. Il y a beaucoup de moyens techniques qui ont été mis par le Maroc pour cette école-là. Mais nous, en tant que Malgaches, on savait déjà qu'arriver à Madagascar, on n'aura pas tout ça. Et on réfléchissait sur comment faire des films avec des petits moyens, même si on a fait une école de cinéma normale. D'accord. Ouais. Et donc, alors, par rapport à notre film, comment est né le projet? Donc, du coup, au fait, il y avait le ministère de la Justice qui avait toujours émis l'envie pour que nous, quand je parle de nous, maintenant, c'est vraiment les jeunes Malgaches qui sont actifs dans le milieu artistique à Tananarive, c'est ça? Ils ont demandé à ce qu'on crée des activités à l'intérieur de ce prison. Et donc, il y avait le slam, il y avait les théâtres, il y avait le cinéma et tout ça. Et donc, nous, on a proposé ce projet-là de faire un atelier de cinéma à l'intérieur de la prison. Au début, pour eux, ça leur faisait peur parce que les caméras, il y avait un documentaire. Ça faisait peur à qui? À l'État, carrément, hein, à l'État. Parce qu'au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelques reportages qui avaient été faits par Amnesty International et France 24, sortis juste avant qu'on ait fait ça. Et en fait, c'est un reportage qui a été tourné dans une prison au sud-est où là-bas, c'est vraiment 80 personnes dans quelques mètres carrés, tout le monde est comme ça. Et au fait, il y avait ça qui a créé beaucoup de scandales et tout ça. Il fallait expulser les journalistes étrangers. Et quand nous, on est arrivés avec ce projet-là, ils avaient le même appréhension. Est-ce que ça va être encore comme ça et tout. Et en fait, nous, on a expliqué vraiment la démarche. Hein. C'est quoi? C'est qu'on fait un atelier de création documentaire. Et on fait tous les métiers dans cet atelier-là, dans la perspective que peut-être on pourra identifier parmi ces jeunes-là des futurs techniciens pour des projets de cinéma, parce qu'ils ne sont pas destinés à rester là tout le temps en prison. Donc au moins c'est une sorte de formation professionnalisante. C'est pour ça que vous avez choisi un centre de détention pour mineurs? Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'au début, on avait le choix entre soit revenir, parce que déjà, l'idée c'est qu'il fallait, pour nous, on a fait un projet de faire des projets avec des jeunes. Ça, c'est déjà la base. Hein, parce qu'on s'était dit, soit c'est formation documentaire pour les jeunes de rue, soit c'est la prison. Sachant qu'on savait déjà que moi, personnellement,
je n'étais pas sûr d'entrer dans cette prison-là à cause du scandale. Et que même si on aurait demandé une autorisation, ils auraient refusé. Moi, j'étais pessimiste. Et donc, mais après, ça s'est passé normalement. Eux, ce qu'ils avaient demandé, c'est vraiment des contraintes liées à la détention. Ça veut dire que, par exemple, on ne pouvait pas filmer le ciel ou le plafond ou les portes. Et ça, c'est vraiment lié à la sécurité. Mais aussi... Le ciel, pourquoi? Pour empêcher Dieu d'intervenir? Non, au fait, l'idée, c'est que pour s'échapper de ce genre de prison, c'est toujours... c'est les toits et tout ça. C'est ça, c'est les toits et tout ça. Ça, c'était des contraintes. Mais alors, comment ils contrôlaient ça? Parce qu'au fait, c'est ça qui est intéressant, parce que ils nous ont donné une liste de choses à ne pas faire. Nous, dès le début, on a expliqué que vu que c'est un atelier documentaire et que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'horizon de ces jeunes-là. C'est ça. Les contraintes, il faut voler plus tard. Et qu'il y a quelque chose qui s'appelle la contre-plongée. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression aussi que c'est toujours la peur, pour eux, c'est toujours la peur que peut-être ça va dénoncer. Bon, c'est leur idée. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire vraiment aussi, c'est de les faire participer en tant que pénitenciers sur ce projet-là. Parce que donc, on arrive le matin, on check les matériels. Et il y a déjà 2 intervenants pénitentiaires qui nous suivent derrière. Ah, d'accord. Donc, quand on explique qu'ils sont là, et petit à petit, ces gens-là ont commencé à se former, tout ça. Et qu'il y a quelques scènes où c'est les jeunes, les pénitentiaires qui tiennent la caméra et tout ça. Après, ça, on a décidé aussi de ne pas le mettre dans le film parce que on voulait vraiment avoir que ces jeunes-là dans le projet. Mais pour dire donc que finalement, les contraintes nous ont permis de quand même faire l'atelier. Parce que l'atelier, il a débouché sur quelques courts-métrages que les jeunes ont fait. C'est ça, donc le film, il est sur l'atelier lui-même et pas le fruit de l'atelier. Le film qu'on a vu. Au fait c'est vraiment hybride, parce qu'au début, il y avait l'atelier. Oui. Il y avait l'atelier. Et petit à petit, en rencontrant les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Tous les repérages qu'on a fait, où on n'avait pas de caméra, c'est vraiment... on trouvait que c'est un endroit qui est vraiment riche en émotions et surtout en partage, parce que ces jeunes, ils n'ont pas l'habitude de parler à des gens comme nous. Ma remarque, c'est que quand nous, on était entrés, les jeunes ne regardaient jamais face comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est les pénitenciers à un moment c'est peut-être le code de la prison, on ne sait pas. Mais nous, c'était un combat de monter la tête comme ça pour les jeunes. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qu'on a remarqué. Et donc, pendant qu'on faisait l'atelier, c'était vraiment donc au départ, il n'était pas question du film, il était question d'atelier. C'est exactement ça. C'est que il y avait un atelier, parce que finalement, c'est pour 2 personnes, donc moi et tout. Si on avait vraiment commencé par tout de suite penser à un film, c'était ingérable, parce que nous, on avait des étudiants, donc 30 personnes à gérer pour l'atelier, qui sont vraiment pointus. Vous avez vu des scènes où on faisait une table ronde pour réfléchir à des idées, tout ça. Et on était vraiment partis très loin pour créer des petits films et tout ça. Et au fur et à mesure, l'envie de faire un documentaire sur ça était arrivée, tellement que on faisait la première partie de l'atelier. Oui. Juste avant ça, on faisait la réunion des parents pour parler de l'atelier. Et quand nous, on commençait à faire les films,
il fallait encore une autre réunion des parents pour parler aussi du film, en fait, c'est ça. Parce qu'il fallait que les parents soient au courant aussi que c'est un projet qui va vraiment être vu. Donc le travail a doublé. C'est ça, oui. C'est un projet qui doit être vu et aussi parler de qui nous sommes, parce que je trouve que c'est l'ignorance qui fait que beaucoup de gens ont peur de quelque chose. Et qui nous sommes, ça veut dire, on a fait montrer nos courts-métrages que j'ai fait à fond, tout va faire 2 courts-métrages à fond. Donc finalement, en voyant tout ça, les gens commençaient à voir un peu ce qu'on voulait faire. Et l'idée aussi, l'idée du début, c'est qu'il y a ce film-là qui va servir de plaidoyer pour vraiment que la situation change. Mais aussi, il y a les courts-métrages des jeunes qui est destiné à être projetés. Oui. Quand eux, ils seront dehors, on va dire, quand ils seront libérés. Et donc, actuellement, nous, on a 4 courts-métrages de ces jeunes-là qu'on garde avec nous. Qui sont faits là. Qui sont faits, c'est des petits films, hein, vraiment expérimentaux et tout ça. On garde pour que plus tard, on va tous les appeler quand ils sont tous sortis de prison pour créer une autre émulation de cinéastes comme ça. Parce que ces jeunes-là, maintenant, ils ont à peu près les mêmes formations que nous à Marrakech. Hein. Parce que l'atelier qu'on a fait... Tout le monde va maintenant aller en prison là-bas. C'est là le vous encouragez la délinquance. Mais après, ce qui est intéressant vraiment, c'est que on a essayé au maximum d'ouvrir l'horizon de ces jeunes-là à travers l'atelier. On a montré beaucoup de films classiques, de Méliès à Scorsese ou des blockbusters et tout ça, pour enrichir la réflexion. Et après, on leur a donné carte blanche pour la création plus tard. Mais la base, c'était vraiment des exercices de cadre, comment utiliser l'enregistreur sonore, la perche, comme ça. C'est vraiment... Et tout ça a mis combien de temps? Le premier intervention, c'était 3 mois non-stop. Et ça s'est arrêté un peu parce qu'il se trouve que la direction de la prison a changé. Et il fallait refaire une sorte il fallait tout réexpliquer. Et après, on est revenu encore quelques mois plus tard, 2 mois peut-être, mais en comptant les jours, hein, c'est ça. Et aussi, donc, moi, quand je suis entré dans cette prison-là, je me suis dit que on a le cinéma, mais peut-être c'est mieux de créer un autre programme d'échange. Et donc, j'ai commencé à ramener des artistes dans cette prison. Et l'idée, c'est qu'en une journée, il y a au moins 2 artistes qui font une table ronde avec les jeunes et qui partagent leur expérience en tant que grand frère ou grande sœur. Hein. C'est un peu ça l'idée. Finalement, je pense que au début, je n'étais pas très sûr de ce concept-là. Mais après, quand j'ai vu que les jeunes avaient vraiment besoin d'un regard, soit paternel, soit frère ou comme ça a vraiment bien marché. Et malheureusement, on n'a pas pu aller dans la section féminine parce que c'est une autre autorisation dans un autre endroit. Parce qu'il y a aussi les mineurs filles comme ça. Donc maintenant, moi je côtoie que ce prison-là actuellement parce que je reviens toujours, soit pour faire des appuis à l'éducation, parce qu'il y en a qui vont faire leur examen, tout ça, soit parler, j'arrive pour qu'on parle un peu, tout ça. Et malheureusement, dans la section adulte, j'ai des amis qui sont prisonniers parce qu'ils ont écrit sur Facebook quelque chose. Ouais. Et donc, je suis un peu dans les deux actuellement. Des détenus d'opinion. C'est ça. Il y a une loi chez nous sur la communication qui fait que si vous dites quelque chose qui est perçu
comme subversive, c'est possible que vous allez en prison. Donc c'est un peu ça. Mais la topo générale, hein, c'est qu'il y a ce film et il y a la suite. Et la suite, normalement, c'est que, parce que finalement, les autorités, hein, ils atterrent quand même notre démarche, malgré le fait que c'est un film qui est très dur aussi envers eux. Ils s'atterrent quand même à notre démarche et on fait beaucoup de réunions pour que moi je milite pour qu'on refasse l'atelier cinéma plusieurs fois dans l'année. C'est ça. Et normalement, les conventions vont être signées, mais pas tout de suite. Hein. Parce que nous, en tant que Malgaches, on est aussi percés par les changements de gouvernement. C'est ça. Moi, depuis ce film, il y avait 4 ministres qui ont changé. Ministre de la Justice. Donc, il y en a un qui est à terre, il y en a un qui... Il faut faire un film par ministre. C'est faire vite. Mais vraiment, hein, c'est un peu la topo. Oui. Et comment vous êtes financé? Sur ce projet-là, donc, on a commencé vraiment avec notre moyen. Ça veut dire les caméras et tout ça, on a emprunté d'autres caméras, d'autres personnes pour les ateliers, pour le tournage. Après, il a bénéficié de beaucoup d'aide à la post-production. Et surtout, c'est un peu particulier parce que ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Hein. C'est que pour un Malgache qui habite à Madagascar, pour qu'il puisse trouver un producteur, soit français, soit autre, il faut qu'il soit présent dans les rencontres cinématographiques qui se passent à l'étranger. Mais comme vous savez tous, le billet est déjà très cher, mais aussi que le système de visa ne permet pas à tout le monde d'aller présenter des projets à l'étranger. Ce qui fait que chez nous, donc, on est un peu on est un peu parqué à Madagascar. Hein. En tant qu'auteur, on regarde de loin ce qui se passe ailleurs. Ça explique pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de films malgaches qui arrivent. Je pense qu'ici, vous avez diffusé un film qui s'appelle Nouf Nouf, par exemple, sur un coiffeur où sa boutique a été détruite par la mairie et tout ça. Très très beau documentaire. Et donc, on ne connaît que ce cas-là, par exemple, qui est à l'est de Madagascar. Il travaille tout seul. Heureusement qu'il a des producteurs français. Et donc, il y a moi et tous et les autres qui ont déjà fait un peu le voyage international, qui a un peu de réseau. Et il y a un autre réalisateur qui s'appelle Louvanantenen qui habite à La Réunion. Tout ça, c'est du documentaire. Mais à part ça, vous ne connaissez pas d'autres cinéastes. Et donc, ça ramène comment est fabriqué les films à Madagascar. C'est très difficile. Après, ça ramène aussi à est-ce qu'un cinéma malgache existe carrément? Parce que dans l'histoire du pays, c'est que dans les années 70-80, beaucoup de cinéastes ont été formés en Russie, à Saint-Pétersbourg. Ils étaient rentrés à Madagascar et finalement, ils ont travaillé dans la télévision nationale. Mais à cette époque-là, c'était le communisme. Donc, le président a dit, soit vous faites des films de propagande, soit vous partez. Et ils sont tous partis en France, ce qui fait qu'entre les années 80 et on va dire 2000, comme ça, il n'y avait rien du tout au milieu en termes de création et tout ça et tout ça. Et donc nous, actuellement, on est en 2021, nous, on fait partie un peu des nouvelles, pas nouvelles vagues, mais bon, nouveaux créateurs d'objets filmiques à Madagascar qui essaient de venir avec nos propres projets. Avant de donner la parole à la salle, une dernière question. Est-ce qu'ils ont exigé de voir le film avant ou... Parmi les contraintes de ce film, c'est qui n'était pas réalisable d'ailleurs, c'est que
l'administration pénitentiaire, chaque soir, doit regarder tout ce qui a été tourné pendant la journée. Mais même nous, on ne pouvait pas regarder tout. Et au fait, au fur et à mesure, donc, on tournait les rushs et tout ça à voir. Hein, même ça, c'est déjà pas possible tous les jours. Mais après l'atelier de documentaire, on avait fait une restitution de 30 minutes du film. Oui. Ça. Et donc, à partir de là, donc, eux, ils ont vraiment adhéré au projet, ce qui nous a permis de revenir pour le deuxième moment. Et donc ça, il y a les gens qui sont vraiment responsables de la direction de l'humanisation, de la détention et de la réinsertion sociale au ministère de la Justice. Ils ont ce film, ils ont tout vu et tout ça. Donc maintenant, à un moment, on avait prévu que ce film soit diffusé dans les hautes sphères du gouvernement pour voir un peu aussi qu'est-ce qu'ils pensent de la situation ou même du film, est-ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas. Mais ça n'a pas encore été fait parce que c'est très difficile d'avoir les conseillers du président ou le conseiller du Premier ministre. Ils sont trop occupés parce que l'année prochaine, peut-être, c'est la propagande. Élection présidentielle l'année prochaine. Mais nous, en tout cas, on est toujours ouverts, hein, parce que je pense que c'est presque tous les Malgaches doivent voir ce documentaire pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes. C'est ça. C'est une réflexion commune. Voilà, très bien. Bon, maintenant, on peut poser des questions. Là, on a beaucoup de données. C'est toujours important de savoir comment les films se font, dans quelles conditions politiques, sociales, etc. D'autant plus qu'il s'agit là, c'est plus qu'un film, quoi. C'est pas juste un film fait pour être montré au public, c'est une action, quoi. Je veux dire, qui s'inscrit dans le prolongement de ce que vous avez déjà commencé à faire, de formation, de réinsertion, voilà. J'ai une question tout de suite qui vient. Alors moi, j'ai pas. Attendez, oui, voilà. J'ai pas vu le film. Je vais le voir ce soir à Saint-Saturnin-les-Alpes. Ok. Du coup, vous parlez d'un gouvernement qui bride. On a l'impression d'être dans quelque chose de très fermé, de très surveillé. Pourtant, le film, il est sorti. Il est là. Oui, au fait, c'est ça ce que j'allais dire. Hein, c'est que nous, ceux qui font du cinéma à Madagascar, nous, notre démarche depuis le début, c'était vraiment comment on dit ça, de montrer ce qu'on fait. Ça veut dire que pour faire un documentaire comme ça, par exemple, il faut demander l'autorisation et ramener le scénario. Nous, on n'a jamais maquillé les scénarios, en fait. L'intention était là, sous sa forme brute, et après, c'est à eux de voir s'ils sont sûrs ou pas. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de censure sur tout ce qu'on avait fait. Mais par contre, ici et là, il y a quelques problèmes, soit sur le tournage, soit ailleurs. Je vous dis cela parce que cette année, je viens de tourner mon premier long-métrage fiction, donc du mois de mai jusqu'à fin juillet, avec une équipe mixte franco-malgache. Donc on était une quarantaine à tourner un film de fiction. Et le scénario de ce film, vous voyez un peu les films que je fais, c'est encore un peu subversif que celui-là, le documentaire. Et avec les producteurs, on n'a pas maquillé le scénario, on a tourné aux mains propres 120 pages de scénario et tout ça. Et à un moment, donc, ils nous ont appelés, c'est le ministère de la culture et de la communication, ils nous ont appelés pour dire alors ce film, et nous on a dit que c'est un film, hein, c'est une fiction et tout ça, peu importe ce qui est dit à l'intérieur. Et ils se sont concertés, donc ils ont donné une autorisation. Je ne dis pas que tout est possible,
Mais jusqu'à maintenant, on va dire qu'ils savent aussi notre démarche, donc ça va. Mais tout est possible aussi, hein. Parce qu'on ne sait jamais. On sait, à Madagascar, il n'y avait pas encore de champs qui ont été arrêtés pour la création cinématographique. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ont été refusés de tourner. C'est ça. Peut-être à cause du sujet ou peut-être, je ne sais pas. Non, simplement, vous disiez que vous regrettiez que le gouvernement, enfin les ministres, les conseillers ne vous aient pas reçus. Mais en fait, ils ont fait plus que ça. Ils vous ont autorisé. Sans vous donner d'avis. En gros, ils vous ont donné un avis favorable. Oui. Enfin, il y a quelque chose d'étonnant là. Au fait, ce que je regrette, c'est que, parce que vous savez, hein, surtout pour un documentaire, l'idée du départ est peut-être évolue pendant le tournage, le montage et tout ça. Et pourquoi nous on voulait, d'ailleurs on veut toujours, hein, on veut que ce film soit vu chez nous, avec tous ceux qui sont concernés, c'est que c'est à partir de là qu'il y aura parmi les premières réflexions sur qu'est-ce qu'on fait exactement avec ces jeunes-là. Surtout que ce film a été tourné donc 2017-2018. À cette époque-là, normalement il devait sortir avant, mais on a pris un an pour faire le montage et après il y avait le Covid, donc c'était fermé. Et il se trouve que maintenant même le problème dans cette prison-là, il est monté d'un cran parce que maintenant, le Madagascar est devenu une sorte de plaque tournante des drogues dures actuellement. Et là, je viens d'aller dans cette prison-là. Presque tous les jeunes qui sont là maintenant sont des drogués. Un truc qui n'est jamais arrivé à Madagascar depuis, je ne sais pas, on n'a jamais connu l'héroïne et la cocaïne et tout ça. Et donc, du coup, c'est maintenant, le film, avant, il parlait de qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui sont dans la rue. Et là, la réflexion, il monte d'un grand, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes dans la rue qui sont devenus des drogués à la cocaïne et à l'héroïne. Et peut-être c'est étonnant parce que vous voyez bien que ces jeunes-là sont issus de familles très pauvres. Vraiment, hein. Comment ils se procurent ce genre de drogue-là? C'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'alimenter le circuit pour avoir des consommateurs et plus tard il va monter les prix. Oui. Mais ça c'est un autre problème qu'on est en train de voir actuellement en océan Indien. Hein. Parce que l'histoire c'était simple, c'est que avant, pour que la drogue circule, il fallait que ça passe par le Maghreb ou le Mali ou comme ça. Donc d'Amérique latine, Mali, Maghreb, après ça repart en Europe ici. Maintenant, depuis quelques années, la route était coupée sur ce réseau-là. Et donc ils ont envoyé tout à l'île Maurice. Et c'est l'île Maurice qui a envoyé tout en Europe. Mais il se trouve que l'île Maurice avait... Donc, ils se sont dit, on va être très sévère. Et donc, ils ont sorti une loi qui fait que tous les gens en possession de drogue à l'île Maurice, eh ben, ils encourent la peine maximale. Et donc, les gens qui font ça ont trouvé une autre solution, c'est de passer par Madagascar. Pourquoi? Parce qu'avec notre taux de corruption et tout ça, c'est facile d'avoir une valise qui part par Air France et qui part ici en Europe. Et c'est un peu le problème actuellement. Oui, Lola. Tout au long du festival, j'ai déjà entendu cette chose-là. Est-ce que cette question de certains cinéastes qui se demandent si le cinéma change le monde, et c'est vrai que c'est quelque chose quand on fait des films, à des moments, on se demande pourquoi. Et ce que j'aime là, en t'entendant parler, en voyant ton film qui est très dur, et je trouve ça
très intéressant derrière d'entendre vraiment toute ta démarche, de ces ateliers, de tout ce petit groupe dont tu fais partie à Madagascar. Et c'est en ça où je trouve que c'est très très fort, parce qu'on sent qu'au-delà d'un film qui va peut-être dénoncer quelque chose, il y a un vrai engagement des cinéastes sur une action sociale, de développement, et que là, à cet endroit-là, on se dit, bah si en fait le cinéma, il peut faire quelque chose dans ce monde. Il peut vraiment avoir un impact. Alors c'est des petites gouttes individuelles, etc., mais pour moi, elles sont vraiment très importantes et fondamentales. Oui, en fait, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de démarches participatives avec les jeunes. Et nous, notre fonctionnement, c'est aussi ça, c'est d'avoir une démarche participative aussi, avec tous ceux qui sont concernés par l'avenir des jeunes. Nous, on a, sur un sujet comme ça, la prison, tout est remis en question, l'éducation, les parents qui n'ont pas de travail, l'accompagnement en prison, l'emprisonnement systématique, c'est un de nos combats, c'est d'éliminer cet emprisonnement systématique, parce que c'est ça qui crée vraiment une surpopulation carcérale, parce que parmi les jeunes, il y en a qui ne sont pas, qui sont pas prévus, qu'ils restent 1 an ou 2 ans en attente de jugement. Et surtout que... vous le dites à la fin du film. C'est ça, 80%... C'est vraiment... Et d'ailleurs, après ce film, hein, qu'est-ce qui a changé? Parce que ça, c'était donc fini entre 2019 et 2020, pendant le Covid. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont amélioré la cuisine de la prison. Ils ont monté une nouvelle cuisine, là où ils faisaient des trucs comme ça, pour que c'est à peu près acceptable. Ils ont appelé UNICEF pour monter une autre toilette et tout ça. Et qu'est-ce qui a changé aussi, c'est qu'il y avait un projet du ministère de la Justice où ils appelaient des avocats stagiaires pour traiter les dossiers de ces jeunes-là, pour que ça passe rapidement. Et ça a marché pendant quelques mois parce que les avocats étaient motivés. Mais après, ils sont tous partis. Et donc, ça fait partie vraiment des choses à réfléchir. Hein. Et je continue aussi sur l'idée que je trouve très intéressant d'aller filmer des endroits dont on n'a pas d'image. Ces endroits fermés, les prisons, qui sont aussi des endroits dans notre société qui sont, il me semble, trop peu réfléchis, pensés dans la société, parce que c'est quand même un endroit très important, mais en fait, on n'y rentre pas, et tant qu'on n'y est pas entré, même c'est à travers un film, en tant que citoyen, on ne peut pas y réfléchir, il me semble. Et pourtant, c'est fondamental de réfléchir à la manière dont on punit, la manière dont on enferme, Et surtout aussi que, moi je dis souvent hein, qu'un film, c'est un film, il a sa propre vie et tout ça. Mais juste à côté aussi, en tant que citoyen et tout ça, c'est un peu un combat d'amener un peu tout le monde sur la même table. Et que ce que j'ai trouvé, ce qui n'a pas marché, je pense, hein, par rapport aux initiatives, parce qu'à Madagascar, comme vous savez, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de ligues de droits de l'homme et tout ça qui... Et moi, ce que je trouve, hein, c'est vraiment important ce qu'ils font en termes de plaidoyer et tout ça. Mais je trouve que à un moment ou un autre, ça ne fonctionne plus, le fait de dénoncer de loin l'action de l'État. Quand je dis dénoncer de loin, ça veut dire au lieu de faire ça, vous devez faire ça, au lieu de faire ça, vous devez faire ça. Je trouve que la démarche à faire, c'est vraiment d'amener tout le monde sur la même table et de commencer par ce moment-là pour créer des choses pour l'avenir. Ça veut dire qu'on n'oublie pas ce qui était avant. Hein. C'est parce que les prisons,
les tortures morales, physiques, les conditions de détention et tout ça. Ça c'est là. Mais pour que tout le monde puisse participer, à un moment, il faut se dire les choses en face. Et quitte à peut-être des fois se disputer sur des choses. Mais après, comme vous savez aussi, hein, ce n'est pas seulement à Madagascar, mais dans beaucoup de pays africains, la culture et la jeunesse n'est pas trop la priorité. Culture, jeunesse et éducation n'est pas trop la priorité des gens. Et des gouvernants et tout ça. Donc Madagascar actuellement, c'est un pays qui a une politique de, comment ils appellent ça, d'ouverture à l'étranger. Ça veut dire ouverture économique et aussi ouverture touristique. Et donc là, il y a des grands travaux qui sont en train de se faire à Madagascar pour accueillir des bateaux de croisière et tout ça, et tout ça, et tout ça. Sans oublier que même Venise actuellement est en train de chasser les bateaux de croisière parce que ça a son lot de désavantages et tout ça. Mais nous, ce que j'ai vu actuellement, c'est que le président il a cette politique-là pour ouvrir le pays au monde et c'est un peu difficile de voir qu'il y a beaucoup de gens qui on fait miroiter beaucoup de choses avec ce politique-là, mais on oublie qu'ici, il y a déjà des choses à améliorer. Alors, pour revenir au film et aux méthodes de tournage, parce que c'est quand même une démarche très, très particulière. L'accueil a été comment des détenus ? Leur accueil de vous Donc, du coup, je pense qu'on a été quand même bien accueillis, hein, parce que quand nous, on était venus pour la première fois, donc sans caméra ni rien du tout, eux, ils avaient pensé qu'on était des gens qui étaient des assistants sociaux et tout ça. Et que tout de suite, ils ont commencé à parler beaucoup et tout ça. Et donc nous, on a expliqué que bon, on est des gens qui font ça. En fait, c'est une découverte mutuelle, hein, vraiment. Ils nous ont découvert, nous aussi, on les a découverts à travers nos discussions. Et les moments où la caméra était arrivée pour la première fois, c'était vraiment la liberté pour eux, parce que, en plus, hein, souvenez-vous que ces jeunes-là sont considérés comme des grands voleurs et de délinquants et tout ça. Et donc, il ne faut pas leur donner des objets valeureux. C'est pas possible. Même une pile, c'est impossible pour eux. Enfin, ils ne doivent pas posséder des piles et tout ça. Et nous, on leur a donné les caméras, plus les chargeurs, plus tout. Les premiers jours, nous, on a dit juste, voilà votre exercice. Vous faites des lignes droites et des cadres, genre un cadre correct, plan fixe. Ils sont partis comme ça et c'était vraiment la liberté. Et après, au fur et à mesure, on a évolué les exercices. Maintenant, vous pouvez faire des images abstraites, chercher un peu, faites un petit portrait de vos amis pendant la journée, qu'est-ce qu'ils font. Et petit à petit, et donc, vous avez un moniteur, ils voient ce qu'ils font Pour eux, ils ne voient pas ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que ils avaient beaucoup de contacts avec les téléphones portables déjà à l'extérieur et tout ça, donc ils ont l'habitude de l'image. Mais sur cet exercice-là, on leur a demandé de vraiment oublier même le moniteur de la caméra, hein, pour vraiment être dans la concentration. Et de temps en temps, quand même, on fait des sessions de regarder les rushs ensemble. On a ramené une télé, après on regardait ensemble les rushs pour voir un peu qui est-ce que c'est quoi. Parce que finalement, c'était vraiment une formation. Hein. Il faut voir qui est-ce qui est vraiment pointu, qui est-ce qui... Il y a un des jeunes qu'on avait identifié qui est celui qui fait le dessin d'une caméra et il fait des super dessins, tout ça.
Malheureusement, on l'a identifié comme quelqu'un susceptible de faire des films plus tard. Malheureusement, il est condamné à 15 ans de prison. Donc là, il a fait 7. Donc c'est encore loin. C'est vraiment... Et la part que vous avez laissée dans le film, qui est, on le voit, très limitée, de l'atelier lui-même, elle est très limitée, parce que si je me souviens bien, vous me corrigez, la caméra, la perche, enfin, on voit la perche une fois, et on voit la caméra au moment où ils sont en rang mais ces moments-là, vous ne vouliez pas les laisser beaucoup dans le film. Sur les moments d'apprentissage, au début, en fait, quand on a fait les premiers montages, on voulait vraiment faire le commencement comme il se doit, ça veut dire la caméra arrive à la prison, les ateliers commencent au fur et à mesure. Ça. Mais finalement, on s'était dit que c'était beaucoup mieux de commencer tout de suite avec des personnages. Vous l'avez enlevé. C'est ça. Parce que pourquoi? Parce que nous, ce qu'on a essayé de faire aussi avec ce film... Vous l'avez enlevé au montage. Oui, on l'a enlevé au montage. Ce qu'on a essayé de faire avec ce film aussi, c'est de jouer avec cette sorte d'ambiguïté que est-ce que c'est un exercice cinéma ou c'est un vrai documentaire avec des... jouer avec cette ambiguïté-là. Vous avez réussi là. Mais surtout, et ça c'est vraiment, je ne sais pas si c'est la première démarche qui a été faite comme ça, mais on a projeté le film au pénitencier de la prison et on leur a demandé, selon vous, quelle est la part d'image que nous, cinéastes diplômés d'école de cinéma, fait et quelle est la part d'image que les jeunes ont fait eux-mêmes. Ils n'étaient pas arrivés à dire qui a fait quoi. Et pourquoi? Parce que notre démarche, c'était de mettre les personnes sur la même ligne. C'est ça. Et ça, on a réussi à le faire. Personne ne sait. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Je veux dire, nous-mêmes, parfois, nous ne savons pas. Si, Lola, toi, on sait? Qu'est-ce que... On ne sait pas si c'est vraiment vous, les professionnels, ou si c'est eux qui tiennent la caméra. Et ça, c'est vraiment le défi, c'était vraiment de mettre tout le monde. Et ça, donc, ça a influé sur la manière de comment monter le film. C'est ça? C'est ça. Parce que de temps en temps... Du coup, comme ils ne savent pas ce qu'ils ont, eux, filmé, donc il n'y avait pas de problème de montage, quoi. De temps en temps, on arrive sur des images très poussées, tout ça, et à un moment ou un autre, ça change en des images un peu euphoriques, un peu imaginaires et tout ça, mais après, personne ne sait qui a fait quoi. Si les jeunes et nous, on sait que ça, c'est toi qui l'as fait. Ça. Oui, mais excusez-moi, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui décide. C'est toi qui prends la caméra ou c'est toi qui prends la caméra? Comment ça se passe ça? Et nous, comme j'avais dit dans la salle, on a eu beaucoup de rush. Pourquoi? Parce que en une journée, on avait 3 caméras comme ça. On a demandé des exercices précis sur les caméras d'exercice. Et sur notre caméra, qui est la caméra documentaire, on avait déjà des personnages à suivre. Mais à un moment, on a tout donné, dans le sens où, parce que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que même si on est tous amis dans la prison, donc nous, on est des gens extérieurs qui viennent à l'intérieur, il y aura des choses qu'on n'arrivera jamais à capter. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la prison, il y a une loi entre eux. Il y a une loi il y a une séquence qu'on a décidé de le mettre. Il y a quelqu'un qui raconte. Il raconte. Et au fait, si le gars qui règle la caméra, il n'est pas persuadé. Et lui, il dit, mais vous savez, quand nous, on a discuté de cette histoire tout seul,
Tu as raconté autre chose. Et là, tu as raconté autre chose. Il a dit, j'ai pas entendu la vraie histoire. Et au fait, c'est ce jeu-là qui a fait qu'à un moment, il fallait qu'on les laisse tout seuls. Et aussi que, pour parler un peu de ça, on a fait vraiment une immersion une fois dans la prison. Donc l'immersion, c'était que à 17h, tout le monde est enfermé. On s'est enfermé à l'intérieur de la prison parce que la fermeture, c'est 17h. Hein, et l'ouverture, c'est le lendemain, 8h. Donc 80 jeunes sont enfermés dans la chambre A et P, 80-80. Pas de pénitencier, bien sûr. On ne sait pas ce qui se passe là pendant toute une nuit. Et nous, moi et tout, on était entrés à l'intérieur. On a tenu 4 heures comme ça. Et là, on essaie un peu de voir qu'est-ce que vous faites le soir. Il y en a qui racontent des petites histoires pour endormir les autres. Il y en a qui font les massages. Il y en a qui... Ça aussi, il faut le dire, hein, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé d'apparaître sur ce film. Il y a beaucoup de jeunes détenus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte d'être en prison. Il y en a qui sont vraiment, qui ne sont pas... comme s'ils sont dans un autre monde parce qu'ils n'ont pas prévu d'être en prison aussi. Donc, il y en a qui sont toujours dans les coins et tout ça. Ça, on a vraiment laissé libre. Mais vous pouvez, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas dire la proportion d'images dues aux prisonniers par rapport à sur ce projet-là. Au fait, là, je peux vous dire combien la proportion, hein, carrément, c'est que là, c'est à 60-40, on va dire, parce que toutes les images 60, qui sont... 40, c'est-à-dire 60 pour nous et 40 pour eux. Après, comme j'ai dit, donc la démarche, c'était un peu de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais aussi que tout ce qu'ils ont tourné, on ne voulait pas aussi, comment on dit ça, on ne voulait pas changer leur démarche. C'est ça, au moment où ils ont filmé ce projet, je parle par exemple du ciel qui bouge un peu, je parle de la longue plan séquence où il y a 2 personnes qui font l'exercice. Ça, c'est vraiment un exercice important qu'on leur a fait faire, c'est appuyer, trouver des situations, appuyer sur REC et laisser évoluer la situation. Donc, du coup, à un moment, on a vraiment réfléchi sur est-ce qu'on montre ce qu'ils avaient fait ou est-ce qu'on fait la démarche narrative du documentaire et on met les images qu'ils avaient fait avec le même esprit? Et finalement, c'était la deuxième option. On a mis les images avec l'esprit qu'ils avaient pensé pour faire ça. Et aussi, je pense, hein, on voulait aussi que le projet reste un peu plus brut. C'est ça. Un peu plus, comme vous avez dit tout à l'heure, soit à un moment inachevé, avec le grain qu'il faut, vraiment, on a essayé vivant, de faire quoi. Vivant. Et alors, au montage, comment vous faites? Donc, du coup, c'est moi et Touf qui est un peu au montage. Donc, au début, on avait pris vraiment des séquences importantes. C'est vous qui avez monté tous les deux? Oui, c'est nous deux. On a pris des séquences importantes, on a tout mis sur le timeline et après, on a commencé les réflexions. Parce qu'il se trouve que dans ce film aussi, il y a d'autres portraits qu'on avait fait, d'autres chaînes. Mais finalement, c'est ces deux-là qui étaient vraiment une sorte de... L'autre, il est très puissant en termes d'autorité et de surjeu. Il surjoue beaucoup même sa vie en prison. Et l'autre qui était le petit jeune Folave, hein, lui, il était vraiment quelqu'un qui n'est pas destiné à être en prison. Hein. C'est mon avis personnel. Parce qu'en le côtoyant et tout ça, on a vu qu'il a fait
quelque chose de plus psychiatrique ou plus de la maladie que de la prison. C'est un accompagnement qu'il lui faut, mais pas l'emprisonnement systématique. C'est pour ça que vous finissez avec lui. C'est ça. Et que surtout, que ça nous a toujours tiqué qu'un jeune comme ça, comment il fait dans la rue, en temps normal, hein, et c'est pour ça qu'on a décidé de le suivre vraiment. Qu'est-ce qu'il fait exactement si on le laisse sortir dans la rue? C'est vrai que tout le monde le connaît. C'est lui qui vous a guidé. C'est ça, tout le monde le connaît un peu. Salut, ça va, salut. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Même pour nous, c'était une surprise. Il va dans le marché. On avait déjà une petite idée de ce qu'il va devenir. Vous avez vu le petit jeune qui était par terre, il dit, mais c'est mon ami, notre vie c'est comme ça. Oui. C'est déjà qu'à un moment ça va être violent comme ça, mais ce premier pas à l'extérieur, on voulait vraiment être là. Mais est-ce que je me trompe si je dis qu'à un moment donné, il a dit, on est là pour empêcher... Dans une espèce de hangar, il a dit on est là pour empêcher les gens de faire des conneries ou des choses comme ça. Oui, c'est ça qu'il a dit. Ce hangar-là, c'est un endroit où, au fait, normalement, c'était destiné aux commerçants. Mais l'endroit, il est très dangereux en termes de sécurité. Hein. Tout ce que vous avez vu pendant qu'on tournait comme ça, c'est pour ça que je suis un peu en retrait. Parce qu'à un moment, la caméra risquait de partir, le son et tout ça. C'est un endroit très dangereux. Et donc, lui, quand il dit ça, c'est que dans cet endroit-là, de temps en temps, on leur demandait de garder l'endroit pour que les gens ne fassent pas de... C'est ça. Mais lui aussi, pourquoi on l'a choisi? Parce que lui aussi, c'est un peu une sorte d'autorité oui, hein, il est très jeune et tout ça, mais... D'ailleurs, à un moment donné, il vous donnait presque des ordres. Il dit, suivez-moi, venez par là, voilà, je vais vous montrer. Et c'est un choix aussi pour nous de laisser beaucoup de paroles sur ce film. Dans le sens où on pouvait aussi se contenter de beaucoup de silence sur des plans... fixe ou comme ça, mais on voulait vraiment que les deux, ils parlent pour qu'à un moment, ça finisse carrément par vraiment soit nous emporter, soit nous laisser nous détourner du regard, hein, parce que tout ce qu'ils racontent aussi n'est pas très douce, on va dire, en termes d'histoire. Malheureusement, c'est la réalité du monde. Ouais. Alors peut-être pour finir, le film il a tourné un peu? Oui, au fait, donc du coup, l'année dernière, il était en Égypte pour le meilleur, il a gagné le meilleur film documentaire. Et cette année, il était au cinéma du réel. En Égypte, dans quel festival? Le festival de Luxor. C'est ça? Oui. Cette année, il était au cinéma du réel. Après, il est parti aux États-Unis aussi pour des premiers Américains. Là-bas, ils sont beaucoup fascinés par ce projet-là parce qu'ils avaient l'habitude aussi. Ils avaient un autre regard du cinéma, du documentaire africain c'est toujours le réel, mais celui-là, il est un peu hybride. Donc là-bas, ils aiment bien. Et donc l'idée, c'est que normalement, l'année prochaine, il va circuler un peu là-bas. On cherche des diffuseurs, soit télé ou salle. Mais la particularité aussi, si ce n'est que la difficulté, c'est que dans le cinéma africain, si le projet n'est pas accompagné depuis le début, il a beaucoup de mal à circuler après. Et quand je dis accompagné, ça veut dire, par exemple, Rafiki, par exemple, nous étudiants, dès le début, il a tout un batterie de producteurs et tout ça. Et le réseau
est très important dans le cinéma africain. Et donc, c'est un peu aussi la difficulté pour... Ça, c'est perçu comme un petit projet, hein, vraiment. Ça veut dire projet autoproduit. Mais, et ça aura une autre ligne, une autre histoire et tout ça. Mais lui, il est beaucoup été diffusé aux États-Unis qu'en Europe, normalement. Ça, ouais. Très bien, merci. Merci à vous. Beaucoup. C'était très, très instructif. Pour le départ. Et bonne chance pour la suite. Oui, et comme je disais, donc, le long métrage est en train d'être monté actuellement. J'espère revenir à Apt plus tard pour une fiction. C'est ça. Le titre, c'est Disco Africa. Et au fait, c'est un hommage. L'histoire est simple. Hein, c'est un jeune qui n'a jamais connu son père, qui revient dans une ville à Madagascar. Et au fait, au fur et à mesure du film et de ces, comment on dit ça, de ces pérégrinations, il apprend un peu plus que c'est quelqu'un qui était un musicien des années 70, qui a fait du funk et de l'afrobeat, mais aussi que ses chansons étaient des chansons très engagées pour le panafricanisme et tout ça. C'est un film très musical, hein, vraiment. Et moi, je voulais rendre hommage à ces années-là où, post-indépendance, où l'Afrique était euphorique, hein, c'est ça. On a eu l'indépendance, mais aussi je voulais montrer que rien n'a changé après l'indépendance. C'est une question. Il y a un moment que dans la prison, il disposait de téléphone portable. Oui. C'est possible ça? Oui, ça aussi c'est un peu la loi du non-dit et tout ça, mais attends, le prisonnier mineur, à un moment ou un autre, ils ont un téléphone pour appeler les parents ou comme ça, mais pas tout le temps. Hein. Mais dans la prison adulte, hein, c'est presque tout le monde a un téléphone. C'est ça. Vous auriez pu utiliser les images des téléphones? Sur celui-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui garde les téléphones, en fait. Ça, c'est... Et surtout que, comment on dit ça, surtout que les caméras qu'on utilisait aussi, je pense que c'était assez pour... Très bien. En tout cas, on va poursuivre après la... Il faut que l'émission s'achève. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.